Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire proposé par le think tank spatial d'ENAC Alumni. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur nos activités et sur l'origine de ce think tank. Donc, à l'origine, c'est Maëlys Beliasi et moi-même, qui sommes étudiants de la promo IENAC 16, qui avions décidé de le créer, en 2019, lors de notre stage de fin d'études au CNES, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à l'ENAC avec l'idée qu'on ne pourrait travailler que dans l'aéronautique ou l'aviation après l'ENAC. Et en fait, on s'est rendu compte que suivant les options, les majeurs, les mineurs, les échanges académiques ou les stages, il était tout à fait possible de travailler dans le spatial après l'ENAC. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de promouvoir un petit peu cette voie-là et ces métiers. Donc, on a eu l'idée de créer ce think tank, anciennement ce cercle des métiers du spatial. Et chaque année, on organise plusieurs activités. Pour les étudiants de première année du cycle IENAC, on organise une table ronde au mois de février, c'est-à-dire un petit peu après la présentation des majeurs et des mineurs, pour leur présenter un peu les possibilités de parcours à l'ENAC qui mènent vers le spatial, donc avec des conseils sur quel majeur prendre, quel mineur prendre, où faire son stage, etc., etc. Et voilà, ça permet de leur montrer que le spatial, c'est possible. Il n'y a pas que super-héros qui mènent au spatial, mais avec l'ENAC, suivant les bonnes combinaisons, c'est tout à fait possible de travailler dans ce domaine. Par le passé, on a aussi organisé plusieurs afterworks, que ce soit à Toulouse ou à Paris. Et puis chaque année, on essaie d'organiser quelques webinaires sur différents sujets. Donc vous pouvez les retrouver ceux qu'on a déjà organisés sur la chaîne YouTube d'ENAC Alumni. On en avait fait un par exemple sur les alumni qui ont créé leur entreprise dans le spatial. On avait aussi présenté les différentes opportunités qu'il y a avec l'Agence spatiale européenne, que ce soit en termes de stage, d'opportunités d'embauche pour les jeunes diplômés ou même de thèse. On avait fait une autre table ronde avec quatre alumni qui avaient des parcours très différents dans le spatial, mais qui présentaient chacun le leur. Et puis aussi un webinaire focus sur Galileo et la navigation par satellite. Et enfin, l'an dernier, un webinaire avec deux de nos alumni qui sont passés par la NASA, sujet qui fascinait beaucoup. Donc actuellement, Maëlys travaille à l'Agence spatiale européenne, à l'ESA, et moi je travaille au CNES. Donc on est aussi assez bien placé pour répondre aux questions sur ces sujets-là, que ce soit en termes de stage, d'embauche, d'opportunités. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur le think tank spatial, sur nos activités, si vous avez des idées de webinaires à proposer, ou même si vous avez des questions sur les opportunités dans le spatial après l'ENAC. Voilà, on sera là pour y répondre. Et donc aujourd'hui, je vais laisser la main à Yanis, qui nous a proposé de faire ce webinaire pour partager son parcours à vous et, euh, et ainsi faire connaître un petit peu certaines opportunités qu'on n'a pas forcément l'occasion de connaître quand on est à l'ENAC. Donc Yanis, je vais te laisser la main. Merci. Bonjour à tous. Merci Nicolas pour l'introduction. Merci Estelle et la ENAC Alumni pour la coordination de l'événement. Donc, je vais partager quelques slides que j'ai faites. L'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est justement de retracer un peu mon parcours depuis l'ENAC. Donc, plus ou moins en commençant à partir de ma deuxième année, ma 2A. Et donc, en fait, la motivation de cette présentation, c'est vraiment parce que je me suis totalement reconnu dans ce que Nicolas disait. Quand on arrive à l'ENAC, c'est pas toujours évident qu'on peut se créer un chemin dans le spatial. On a de plus en plus d'exemples hein, dans le réseau ENAC Alumni. Mais donc moi, dans mon domaine dans lequel je travaille actuellement, c'était encore moins évident. J'avais pas trop d'exemples précédents. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai contacté pas mal de personnes, ce qui m'a permis d'accumuler plusieurs connaissances, on va dire, que je trouve qui sont intéressantes de partager pour d'éventuels parcours.
Donc, en bref, mon parcours académique, donc je suis INAC 19. J'avais pris la majeure avis. Donc, pour ceux qui ont été à l'ENAC il y a un certain temps, la majeure avis, c'est la majeure avionique. Donc, c'est une majeure qui est récente, qui a été créée récemment, je crois. C'était quelques années avant que moi j'arrive à l'ENAC. Et ensuite, en mineur, j'ai pris CITA, donc c'était un peu de l'informatique quoi, pour les systèmes d'aviation. Et la deuxième mineure que j'avais pris, puisqu'en fait, on prenait une mineure par semestre. La deuxième, c'était un PIR, donc projet d'initiation à la recherche. À l'ENAC, j'ai été aussi impliqué dans quelques associations. J'étais président du club de foot, le FC ENAC. Bon, c'était pendant la pandémie, donc malheureusement, on n'a pas eu de compétition sportive, très peu d'entraînement au début, jusqu'à ce qu'on ait un peu les autorisations. Et ensuite, j'étais aussi au BS, le Bureau solidaire. Donc, le BS, ça a aussi été créé quelques années avant que j'arrive, je crois. Donc, c'est vraiment pour faire des actions, des actions associatives. Donc, ça va dans une large gamme d'actions. Donc, que ça soit d'un point de vue environnemental, essayer de créer des circuits courts pour, par exemple, récupérer des fruits, des légumes qu'on vend ensuite. Aux étudiants, aux professeurs de l'ENAC, ou alors des actions un peu plus, on va dire, sociétales. Donc voilà. J'ai fait ma troisième année à l'université de Cranfield, donc qui a pas mal de partenariats avec l'ENAC sur plusieurs masters différents. Et donc moi, j'avais fait le master ingénierie spatiale. Et je suis actuellement donc doctorant, donc étudiant en doctorat à l'université de Purdue aux États-Unis depuis janvier 2023. Donc, j'ai fait quelques stages du coup pendant mon parcours. Mon stage de 2A à l'Université Politecnico di Milano en Italie, donc à Milan. Mon stage de 3A à Purdue. Et ensuite, j'ai fait un stage cet été en 2025 au Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA. Donc, mon domaine de recherche, je dirais qu'il se trouve à l'intersection de... Donc, en fait, on va dire, si je devais le résumer, ce serait l'optimisation de trajectoire dans les dynamiques multicorps. Donc, ça peut être problème à trois corps, par exemple, Terre, Lune, Soleil, Terre, voilà, ce genre de mécanique spatiale. Et donc, en général, je dirais que mes recherches, elles sont à l'intersection de plusieurs domaines. Donc, la théorie du contrôle optimal ou aussi optimisation. De la mécanique orbitale, bien sûr, l'optimisation et la programmation non linéaire, et pas mal, de plus en plus ces derniers temps, de processus stochastiques. Donc, je vais commencer par l'une des années les plus importantes de mon parcours, c'était ma 2A à l'ENAC. Et donc, la grande bascule pour moi, où j'ai trouvé vraiment ma vocation, ça s'est passé d'une façon totalement anodine, totalement improbable. En fait, c'était un soir d'été 2020, donc c'était les vacances d'été, j'étais en vacances chez mes parents, et il était 4 heures du matin, j'étais en train de regarder une série, donc Desperate Housewives, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'avais déjà une appétence pour le domaine du spatial et pour les trajectoires, la mécanique orbitale, ce genre de choses. Mais en fait, j'y connaissais quasiment rien, quoi. C'est-à-dire que j'avais fait un peu de mécanique orbitale en classe prépa. J'avais des vagues idées sur ce que ça voulait dire à peu près, mais en fait, j'avais aucune idée de métier, en fait, dans ce domaine. Et en fait, donc j'étais en train de regarder cette série à 4 heures du matin et sans aucune raison, je sais toujours pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi. J'ai fait une recherche sur Google avec quelques mots-clés en fait sur ce domaine que je connaissais, quoi, donc mécanique orbitale, ingénieur, ce genre de choses. Et je suis tombé en fait sur un article du journal Le Point qui retraçait le parcours de 5 ingénieurs français qui travaillaient à la NASA. Et donc, avec leur parcours académique, leur domaine de recherche actuel. Et donc, je suis tombé sur l'un d'entre eux, Étienne Pellegrini, qui a fait, donc lui, Étienne, il avait fait Supaéro. Et ensuite, il travaille aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il travaille au Jet Propulsion Laboratory. Donc là, ce que je vous raconte, c'était en 2020, donc c'était il y a 5 ans, et aujourd'hui, il travaille encore là-bas.
Et donc, en fait, dans ce papier, il y avait en fait des photos pour illustrer en fait, ces ingénieurs. Et la photo d'Étienne, en fait, c'était une photo de lui devant son écran d'ordinateur avec une trajectoire, en fait. Et en fait, j'ai juste été fasciné en fait par cette image. Je l'ai trouvée incroyable, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux un jour être devant un ordi et voilà, designer des trajectoires, ce genre de choses, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser du coup à son parcours. En fait, il est devenu malgré lui un peu un modèle, quoi. Donc, j'ai un peu fait des recherches sur son parcours. En fait, en réalité, pour savoir quel est le cursus qui mène à ce genre de domaine. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai vu qu'il avait fait un doctorat aux États-Unis et qu'ensuite, à la fin de son doctorat, il est rentré à la NASA. Et donc, à partir de là, donc c'était début de l'année, début de ma 2A, j'ai commencé à faire beaucoup de networking, en fait, et déjà contacter Étienne, que j'avais trouvé sur LinkedIn. Et ensuite, beaucoup d'ENAC Alumni aussi. Ousmane Sy, qui a travaillé pendant 10 ans à JPL aussi, dans un domaine totalement différent, mais il était à JPL. Aussi, Gaël Lebris, un ENAC Alumni qui travaille aux États-Unis. Donc en fait, ils ont été d'une aide très importante en fait parce que bien qu'ils ne travaillent pas exactement dans mon domaine, mais en fait, ils m'ont beaucoup aidé sur comment le système américain marchait en fait, le système éducatif, le système scolaire. Un peu m'expliquer les codes quoi, parce que donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais faire un doctorat aux États-Unis. Et en fait, j'ai tourné tous mes efforts pour atteindre cet objectif, en fait. Donc, c'était la première étape d'un objectif plus tard de travailler dans ce domaine, donc. Et donc, en fait, ils ont été d'une grande aide donc, par exemple, je me rappelle qu'ils avaient pas mal aidé pour faire des CV, des lettres de motivation. Les standards américains sont assez différents des standards français. Donc, ils m'ont permis de comprendre un peu tout ça et de faire des candidatures, on va dire, qui étaient à peu près solides, quoi. Et donc, en fait, pendant ma 2A, donc en ce moment, à l'ENAC, souvent, en fait, la 2A, en fait, c'est une préparation pour la 3A, dans le sens où, en fait, c'est là où on va faire en fait, un choix qui est est-ce qu'on reste à l'ENAC pour la 3A? Est-ce qu'on fait un double diplôme avec, par exemple, Paul Sabatier? Ou alors, est-ce qu'on va à l'étranger? Et l'ENAC a beaucoup de partenariats avec des universités à l'étranger, et en particulier aussi aux États-Unis. Le problème, c'est que, en fait, les diplômes qui étaient disponibles aux États-Unis, il n'y en avait aucun qui était dans mon domaine, donc la mécanique orbitale. Donc, en fait, je m'étais donné comme objectif à ce moment-là, en fait, de faire un double diplôme, mais dans une fac qui n'est pas en partenariat à l'ENAC. Et donc, en fait, j'avais choisi l'université du Texas à Austin, parce qu'en fait, c'est une université qui est réputée dans la mécanique orbitale, et c'est aussi l'université qu'avait fait Etienne, l'ingénieur dont j'ai parlé précédemment. Et donc en fait, voilà, ma 2A, c'était en fait tourner tous mes efforts pour atteindre cet objectif. Euh, donc en parallèle de ça, en premier semestre, il y avait un des cours dans la majeure à vie qui était théorie du contrôle optimal. Donc qui a vraiment changé du coup mon parcours. Au départ, j'avais pas connaissance de ce cours dans la majeure à vie. Donc c'est pas pour ça que j'ai pris la majeure à vie nécessairement. Mais ce cours-là, en fait, il m'a donné en fait des bases dans en fait le domaine dans lequel je travaille jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et ensuite, en deuxième semestre, j'ai évoqué précédemment que j'ai fait un PIR, donc un projet d'initiation à la recherche. Donc en fait, tout simplement, c'est un projet individuel où en fait un étudiant est sous le tutorat d'un professeur de l'ENAC et travaille sur un sujet, on va dire, de recherche, quoi. Donc en fait, reprend vraiment les codes de la recherche. Donc c'est du travail individuel, beaucoup d'autonomie, des rendez-vous, on va dire, chaque semaine pour faire un point sur les avancées. Donc en fait, c'est des codes que je retrouve jusqu'à aujourd'hui en fait dans mon doctorat. Et en fait, pour ce pire, en fait, en réalité, les professeurs de cette mineure venaient avec une liste de sujets et en fait, on devait se répartir les sujets, les étudiants. Et vu que moi, j'avais déjà une vision claire sur ce que je voulais faire, faire un doctorat aux États-Unis dans le domaine de la mécanique spatiale, j'ai demandé en fait à l'un des encadrants, le professeur Thierry Miquel, si je pouvais en fait moi-même amener un sujet sur la table qui serait du coup lié à mon objectif, quoi, donc à de la mécanique spatiale. Et en fait, il a été tout de suite ouvert à cette idée et il a accepté.
Et au final, on a fait quelques recherches pour trouver un peu des articles sur ce domaine. Et en fait, on a vu que le cours qu'il dispensait en contrôle optimal au premier semestre, donc en fait, c'était lui qui donnait ce cours-là, dans la majeure avis. En fait, il était très applicable il a été extrêmement appliqué dans la littérature à des problèmes d'optimisation pour des trajectoires spatiales. Donc, en fait, on s'est lancé dans ça. Et donc, en particulier, c'est une méthode qui s'appelle la méthode indirecte. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, mais en fait, c'est une méthode de contrôle optimal qui est que donc, dans ce pire-là, je l'ai appliqué à le design d'un transfert entre la Terre et Vénus. Donc, en fait, en réalité, c'est partir d'un point A, la Terre, pour aller vers un point B, dans ce cas-là, Vénus, en minimisant la consommation de carburant, quoi. Donc, en fait, dans ce projet, il n'y avait rien d'innovant, en fait, mais c'était déjà quand même un sujet qui commençait à monter en complexité. En fait, c'était essentiellement reproduire en fait des résultats qu'on avait vus dans ces papiers en fait. Donc rien d'innovant, mais ça m'a donné des fondations extrêmement solides en fait dans la connaissance en contrôle optimal, un peu en mécanique orbitale, pas trop, mais quand même un peu quelques bases, et aussi des techniques de programmation aussi. Donc parce que c'est quand même un problème d'une certaine complexité, donc les techniques de programmation sont quand même assez avancées. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai pu apprendre en 6 mois. Donc, c'était à peu près de janvier jusqu'au mois de mai, quoi. Et donc, en fait, le délivrable de ce projet d'initiation à la recherche, c'était donc une présentation finale. Et en fait, j'ai demandé justement à Etienne Pellegrini, donc l'ingénieur dont j'ai parlé de la NASA, s'il voulait bien en fait assister à ma présentation. Et il a accepté. Donc, en fait, il a été, on va dire, dans mon comité. C'est un peu un grand mot, comité, mais bon, voilà, il a participé à l'appréciation de ma note, etc. Donc ça, en fait, c'était très bien parce que ça permet aussi de montrer donc, en fait, c'était aussi un moyen de montrer ce que j'étais capable de faire en un certain temps donné à quelqu'un donc, qui est ingénieur donc, à la NASA, d'avoir des retours aussi de sa part. Et le deuxième délivrable, c'était aussi en fait écrire une sorte de rapport, mais sous la forme d'un article de journal en fait, scientifique. Donc ça aussi, c'était extrêmement utile parce que, en fait, premièrement, ça permet de développer des capacités d'écriture en anglais. Donc, je l'avais fait. De reprendre un peu les codes, enfin d'apprendre les codes de ce que c'est une publication scientifique. Mais aussi, en fait, c'est parce qu'en fait, ça donne une sorte de résumé très condensé de ce que j'ai fait en fait. Et donc, en fait, ça va être très utile, par exemple, ensuite pour contacter des professeurs, pour des doctorats, des stages. Parce qu'en fait, ça donne en à peu près 6 7 pages une vision de ce que j'ai été capable de faire, des connaissances que je peux avoir. Donc ça, c'était vraiment très utile aussi. Et donc en parallèle, donc j'ai dit, l'un de mes objectifs, c'était aussi donc en 3A d'aller à l'Université du Texas. Et en fait, j'ai été refusé donc pour un master. C'était pour un master. Et donc en fait, pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment la fin du monde. C'était la fin de ma carrière, c'était la fin de tous mes rêves, quoi. Donc, ça me permet de faire un coucou à ma femme qui, je crois, est sur le live. Donc, en fait, parce qu'à ce moment-là, en fait, elle, c'est plutôt une optimiste. Moi, je suis totalement pessimiste. Et pour moi, c'était la fin, en fait. Ça voulait dire qu'en fait, j'avais pas le niveau, que j'aurais jamais pu y arriver, en fait. Et justement, elle m'a justement beaucoup soutenu et essayé de voir le côté positif, on va dire. Bon, il n'y avait pas trop de côté positif à ce moment-là, mais de toujours, voilà, de toujours avoir de l'espoir, on va dire et de se dire que bon, la porte est peut-être fermée, mais la fenêtre est encore ouverte, quoi. Donc c'était un peu ça la philosophie à la fin, quoi. Mais en parallèle, j'avais donc candidaté aussi à Cranfield, donc qui a donc un partenariat avec l'ENAC dans un master qui est donc en ingénierie spatiale. Donc il y avait aussi de la mécanique orbitale. C'était pas aux États-Unis, c'est en Angleterre, Cranfield, mais c'était déjà quand même un bon début, on va dire. C'était toujours dans la bonne direction. Donc là, tout ce que je vous dis, c'était donc dans l'année 2020-2021. Ensuite, on arrive à la fin de l'année scolaire 2021 et donc il y a le stage de deuxième année. Donc au cours du semestre, j'avais vu passer une bourse qui s'appelait la bourse Heure TSAE. En fait, c'était dédié spécialement pour un stage de recherche à l'étranger.
Et donc, en fait, en lisant la description, j'ai vu que je m'y retrouvais totalement et qu'en fait, justement, le fait d'avoir fait ce pire, c'était vraiment un argument très fort pour moi au moment de soumettre ma candidature parce que, voilà, j'avais démontré en fait vraiment mon intérêt pour la recherche, quoi, en ayant fait un pire. Et donc, j'ai en parallèle, donc j'ai candidaté pour cette bourse et en parallèle, donc j'ai cherché des stages. À l'époque, j'avais déjà cherché des stages à la NASA, à JPL en particulier, mais je m'y étais pris un peu tard parce qu'en fait, en général, ça se passe plus un an en avance, les prises de contact. Moi, je m'étais pris 2, 3 mois avant, donc c'est infaisable. Et j'avais trouvé donc un professeur à l'Université Politecnico di Milano, donc dans le domaine aérospatial, enfin dans le département aérospatial. Et donc, il m'avait dit que ça serait possible de m'accueillir en stage donc de 3 mois, un stage d'été. Et en parallèle, j'ai obtenu la bourse Heure TSAE. Donc, elle m'a permis de financer mon voyage à Milan pour tout l'été. Et donc, en fait, le sujet du stage, c'était prévision des trajectoires de rentrée de débris spatiaux sous incertitude. Donc, en fait, vous savez qu'il y a beaucoup de débris spatiaux qui sont en orbite jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, en fait, ces débris spatiaux re-rentrent dans l'atmosphère terrestre. Sauf que bien sûr, les modèles physiques qu'on a pour prédire où est-ce qu'ils vont tomber, bah, ils ont des incertitudes. Et donc, il y a les incertitudes sur les modèles physiques, donc la dynamique, on va dire. Et il y a aussi l'incertitude sur la position actuelle du débris. Donc, on va par exemple estimer qu'il est à telle position, mais il y a toujours des marges d'erreur, quoi. Donc en fait, l'idée c'était de prévoir en fait des zones. Donc en fait, par exemple, donc des zones probabilistiques, on va dire, pour dire voilà, le débris spatial à 99% de chance, il va se trouver dans cette zone-là. Et en fait, l'objectif c'était l'impact de ça sur le trafic aérien. Donc, par exemple, si on délimite une zone, on sait qu'à 99% de chance, le débris va tomber dans cette zone à telle altitude de l'espace aérien. Il faut que, donc, à tel moment, il n'y ait pas d'avion, quoi, parce que sinon, ça peut être cataclysmique, quoi. Donc, en fait, le sujet, quand le professeur il m'a envoyé ce sujet, j'étais pas très, très excité. Donc, c'était un peu à l'intersection, un peu, c'était pas exactement du spatial, mais il y avait un peu quelques composantes, et donc de l'aéronautique. Et j'étais pas très, très excité par le sujet, on va dire. Mais j'ai essayé quand même de voir plus loin, de voir l'étape d'après, de toujours penser une étape en avance. Et donc, en fait, mon raisonnement, ça a été de me dire, bon, peut-être que le sujet n'est pas très intéressant pour moi, mais c'est quand même un stage de recherche euh, avec un professeur qui a quand même une certaine réputation. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est, OK, dès que je vais, dans 2 ans, quand je vais candidater pour des doctorats, si je fais du bon travail avec ce professeur, ça sera une lettre de recommandation d'un professeur qui est assez renommé. Et donc, ça, pour ma candidature en doctorat plus tard, ça sera très utile. Et ensuite, je me suis dit aussi, si je fais du bon travail, si ça avance bien, potentiellement, on va avoir une publication. Et ça aussi, pour les candidatures, c'est quelque chose qui fait totalement la différence, en particulier aux États-Unis. Et donc voilà, je suis allé à Polytechnico. Et donc effectivement, j'ai réussi en 3 mois à avoir un travail qui a été publié. Donc j'ai mis quelques photos ici. D'ailleurs, tout en haut à droite, j'ai oublié de mentionner. Donc en haut à droite, c'était donc les résultats que j'ai eu de mon pire. Donc voilà, un transfert de la Terre jusqu'à Vénus. Et en fait, le graphe juste en dessous, c'est donc en fait le contrôle optimal, quoi. Donc l'action des moteurs optimale pour minimiser le carburant. Et ensuite, en bas, donc dans la diapo d'en bas, c'est donc mon travail à Milan. Donc ça, c'est justement le graphe de gauche, c'est ce que j'expliquais précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, on va lancer des simulations statistiques, en fait, pour en gros avoir une idée de où est-ce que le débris va tomber dans l'espace aérien. Donc par exemple, là à droite, vous avez une coupe à une certaine altitude et en fait, vous savez qu'à 99% de chances, le débris va se trouver dans cette ellipse-là. Donc voilà, donc il faut qu'à ce moment-là, il n'y ait pas d'avion dans la zone pour être sûr qu'il n'y a pas de collision avec le trafic aérien. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais si vous avez des questions immédiatement, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la présentation. Et donc, j'ai fini mon stage à Polytechnico en août 2021. Et ensuite, donc, je suis allé à Cranfield en octobre 2021.
Pour commencer, donc oui, la rentrée à Cranfield, elle est un peu décalée par rapport aux autres universités. Donc ça commence en octobre. Et donc, je suis allé pour faire un master en ingénierie spatiale. Euh, donc, Cranfield, c'est une ville un peu au milieu de nulle part en Angleterre. Donc, je vous ai mis une petite image Google Maps. Euh, donc, vous avez Londres ici et Cranfield, c'est à peu près à 1 heure, en gros, en voiture, 1 heure, 1 heure 20. Mais c'est vraiment au milieu de nulle part, quoi. Et donc là, je vous ai mis une petite image aussi de la bibliothèque où j'ai passé des heures et des heures. Cranfield, c'est à peu près 3000 étudiants, plus de 100 nationalités. Donc, c'est surtout ça le point majeur, quoi. C'est que, en fait, j'ai rencontré des gens de quasiment partout. Donc, ça, c'est extrêmement enrichissant, bien sûr. Donc, l'année à Cranfield, elle est divisée en deux. Donc, de octobre à mars, c'est des cours. Plus un group design project. Donc en fait, c'est un groupe, un projet de groupe où en fait en fait on part de zéro et on va construire une mission spatiale en fait. Donc en fait, en prenant en compte tous les aspects d'une mission spatiale. Donc par exemple le thermal, l'aspect énergie, l'aspect propulsion, l'aspect design de trajectoire, l'aspect équipement scientifique qu'on va mettre dans la navette, enfin dans le satellite, voilà, les communications, tout en fait. Et donc, on était chacun était assigné à une tâche en fait. Et malheureusement, c'était un peu fait de manière arbitraire. Et j'ai pas été assigné dans la partie design de trajectoire. Mais ça a quand même permis d'avoir une belle vue d'ensemble en fait de ce que c'est une mission spatiale. Donc c'est quand même toujours utile. Et ensuite, donc la deuxième partie de l'année, ça, de avril jusqu'à septembre, donc c'est la thèse de master, donc on va dire le mémoire. Donc en fait, là, c'est plus ou moins un stage en fait de 6 mois. Et donc en fait, si je me rappelle bien, il y avait une liste pareille de stages avec des entreprises en fait en Angleterre. Mais ils étaient ouverts à ce qu'on ramène un stage nous-mêmes d'un d'une institution externe, quoi, un stage trouvé par nous-mêmes. Et donc, moi, j'étais toujours dans mon objectif de vouloir faire un doctorat aux États-Unis. Et en fait, justement, en ayant échangé avec justement les ENAC Alumni et Etienne Pellegrini de la NASA, en fait, on m'a fait comprendre que, en fait, faire un stage de recherche dans un laboratoire qu'on veut ensuite intégrer pour un doctorat, c'est vraiment l'idéal, en fait, pour faire ses preuves, on va dire. Parce qu'en fait, en général, on va vous prendre sans nécessairement vous financer. Donc, en fait, c'est zéro risque pour le professeur qui va vous prendre en stage. Et en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant, quoi. Donc, il n'y a que du positif qui peut en ressortir, quoi. Euh, et donc, voilà. Donc, en fait, pendant mon année à Cranfield, j'ai également passé énormément de temps à contacter énormément de labos aux États-Unis. Je crois que j'avais envoyé plus d'une vingtaine de mails pour trouver justement un stage. Donc en fait, dans mon mail, je présentais mon parcours. Justement, je pouvais donc envoyer aussi donc, le petit papier que j'avais fait pour mon peer, donc, que je vous avais montré ici, et aussi donc, le papier que j'avais eu à mon stage de recherche l'été précédent. Donc ça permet, en fait, je trouve que dans ce domaine-là, c'est plus parlant qu'un CV, qu'une lettre de motivation, même si un CV, une lettre de motivation, ça aide toujours, c'est nécessaire. Mais voilà, ce genre de petit condensé de ce qu'on est capable de faire en un temps donné, c'est aussi très, très important. Donc voilà, donc j'ai fait mes recherches et mes recherches m'ont en fait amené à être en contact avec un professeur à l'université de Purdue aux États-Unis, le docteur Kenshiro Oguri, qui m'a répondu en fait quasiment immédiatement pour me dire qu'il y avait possibilité de m'avoir dans son labo pour donc mon stage d'été 2022. Et donc voilà, donc on a fait un petit entretien en ligne pour que je présente un peu mon parcours, les connaissances que j'avais, les projets sur lesquels j'avais travaillé. Et donc voir est-ce qu'on avait un intérêt commun de recherche et ensuite pouvoir
pouvoir avancer dans cette direction. Et en fait, il s'est trouvé que, le travail que j'avais fait dans mon peer, donc le contrôle optimal, la méthode indirecte, c'est des choses qui l'intéressaient pas mal. Il avait une bonne expérience lui-même, une expertise dans ce domaine, et il avait des idées sur des potentielles directions, et notamment donc l'optimisation de trajectoire à faible poussée. Donc en fait, dans mon pire, j'avais déjà fait optimisation de trajectoire à faible poussée, mais c'était donc Terre-Vénus, donc en fait on appelle ça mécanique à deux corps. Et lui, il voulait plus pousser vers la dynamique multicore, donc problème à trois corps par exemple. Et donc je reviendrai un peu en détail sur ça, mais c'est le gap de complexité entre le problème à deux corps et le problème à trois corps, il est énorme. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler dans cette direction. Voilà, à peu près pour mon année à Cranfield. Je voulais aussi parler un peu des financements parce que c'est toujours important, surtout pour s'il y a des étudiants qui sont confrontés à ça. Donc en fait, moi, en termes de financement, j'avais donc la bourse sur critères sociaux de l'ENAC que j'ai pu continuer à avoir en étant à Cranfield puisque j'étais aussi toujours étudiant de l'ENAC. J'ai eu aussi un chèque de la fondation ENAC par des mécènes privés donc. Il y a un chèque aussi, ça s'appelle la bourse Émile Euro. Donc, c'est un chèque de 1 000 € en une seule fois. Mais ça aide pas mal aussi. Surtout, en fait, il l'envoie au moment de l'arrivée. Donc, c'est très utile pour s'installer, en fait. Ensuite, il y a une bourse de mobilité du conseil régional Occitanie. Et donc ça, je pense que c'est quand même des schémas de financement qui sont très bien connus par les étudiants à l'ENAC. Mais par contre, le dernier, donc c'est le Turing Grant à Cranfield. Ça, c'est une bourse dont j'avais jamais entendu. Donc c'est donné par Cranfield pour une mobilité à l'étranger. Donc c'est-à-dire par exemple exactement mon cas à moi quand je suis parti faire donc ce stage aux États-Unis depuis Cranfield. En fait, j'ai appris l'existence de cette bourse, je crois, une semaine avant de partir aux États-Unis. C'est un étudiant, un Français aussi, d'une autre école d'ingénieur qui m'a parlé de ça, en fait. Et je n'étais absolument pas au courant. Et donc, j'ai candidaté. C'est pas très. Je pense même pas que ce soit sélectif. C'est juste, en fait, il faut remplir un certain nombre de critères et tant qu'on est éligible, on a cette bourse. Et ça a été vraiment très, très important parce que donc le montant, je crois que c'était 2 700 livres. Donc ensuite, si on convertit ça en euros, c'est plus, mais si on convertit ça en dollars, c'était encore plus. Donc en fait, ça m'a vraiment donné une énorme bouffée d'oxygène, surtout pour payer les loyers aux États-Unis, etc. Donc voilà, donc c'est un peu ça le schéma de financement que j'avais utilisé pour donc la première partie de l'année, mes études à Cranfield, et ensuite la deuxième partie pour le stage à Purdue. Et donc mon stage à Purdue, il a commencé donc en avril 2022. Donc là, je suis arrivé dans un campus américain. Donc c'est vraiment quasiment comme dans les séries, quoi, comme dans les films. C'est immense. C'est immense. À peu près, je crois, à Purdue, on a 60 000 étudiants, plus de 121 nationalités et 10 départements différents. Donc, je vous ai mis aussi une petite vue Google Maps. Donc, Purdue, c'est un peu comme Cranfield, en fait, en réalité, c'est le milieu de nulle part. C'est donc dans le Midwest aux États-Unis, donc c'est vraiment enfin partie du pays qui est assez rural, on va dire. Il y a Chicago à 2 heures, donc ça c'est quand même pas mal. Chicago c'est une ville immense aux États-Unis, magnifique aussi. Je recommande pour du tourisme aussi, c'est super. Il y a pas mal d'avantages des grandes villes, quasiment sans les inconvénients de mon point de vue. Donc voilà, et Purdue, c'est donc l'université où a été diplômé Neil Armstrong, donc le premier homme qui a marché sur la Lune. Et donc par exemple, mon bâtiment dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est le bâtiment Neil Armstrong. Donc j'ai fait 6 mois de stage avec le professeur Kenshiro Oguri dans un tout nouveau lab. Donc en fait, c'est-à-dire que moi je suis arrivé en avril 2022, il venait de prendre son poste en janvier 2022. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment en fait, l'idéal comme situation. Parce que, en fait, il vient de commencer son lab, donc forcément, il cherche des étudiants. Donc, je savais que si je travaillais bien, si je faisais du bon travail, l'occasion allait se présenter. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est aussi que, en fait,
quand un professeur va commencer donc son laboratoire, son intérêt, ça va être d'avoir par exemple beaucoup de publications, de faire énormément de travail pour justement passer au statut de professeur permanent. Et donc, en fait, ça, je m'étais dit que c'était encore un avantage pour moi si j'étais pris en doctorat, parce qu'en fait, j'allais avoir un professeur qui allait tirer dans le même sens que moi, qui allait avoir, on va dire, le même intérêt que moi, c'est-à-dire que je fasse des publications et donc qui allait avoir un management qui allait être différent d'un professeur beaucoup plus expérimenté. Parce qu'un professeur beaucoup plus expérimenté, forcément, il a beaucoup plus de projets, donc beaucoup moins de temps à consacrer à ses étudiants. Alors qu'un professeur qui commence, il va vouloir insuffler une dynamique dans son groupe. Et donc, il va être très présent au quotidien, très disponible pour faire avancer les projets. Donc ça, c'était aussi un point extrêmement positif. Donc pendant mon stage à Purdue, j'ai travaillé sur, encore une fois, l'optimisation de trajectoires à faible poussée, mais cette fois-ci en dynamique multicore. Donc toujours en utilisant la méthode indirecte, donc la méthode que j'avais apprise pendant mon PIR à l'ENAC. Donc en fait, c'est une méthode qui est basée sur le calcul différentiel. Donc voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais en fait, c'est en gros poser le problème d'optimisation et en gros obtenir la commande optimale de façon analytique, alors que d'autres méthodes vont plutôt le faire de façon numérique. Donc la méthode indirecte, elle donne vraiment une solution analytique. Donc c'est ça l'avantage, on va dire. Mais le problème, donc, en fait, de ce problème multicore, c'est que c'est un problème extrêmement non linéaire. Donc, on appelle ça un problème chaotique. Donc, c'est-à-dire une toute petite modification, par exemple, aux conditions initiales, va avoir une énorme modification à l'arrivée. Donc, ça s'appelle un système chaotique. Et donc, c'est extrêmement complexe. Donc en fait, justement, les recherches dans ce domaine, c'est en fait développer des techniques algorithmiques, des petites astuces pour améliorer la robustesse des solveurs numériques et leur convergence également. Donc 6 mois de stage. J'ai été en capacité d'avoir 2 publications donc, à la fin de ce stage. Et donc une offre de doctorat. Donc c'était donc au milieu de mon stage, je crois, c'était en juillet, donc ça faisait 3 mois que j'étais là. Avec donc mon rendez-vous, donc j'avais un rendez-vous par semaine pour faire le point sur les avancées. Et donc c'est là que le professeur Augury m'a dit voilà, il y a un financement qui est possible pour un stage, pour un doctorat qui commencerait donc en janvier 2023. Est-ce que ça t'intéresse? Et bah, évidemment, oui, que ça m'intéresse parce que c'était exactement la raison pour laquelle j'étais venu. Donc voilà. Euh, et donc j'ai été diplômé de l'ENA. Donc j'ai fini mon stage en octobre 2022. Je suis rentré des États-Unis milieu octobre. J'ai été diplômé de l'ENAC et de Cranfield en novembre et reparti pour les États-Unis en janvier 2022. Pardon, en janvier 2023 donc. Donc j'ai eu un... Donc c'est vrai que c'est un enchaînement. Souvent, de mon expérience, surtout en doctorat, les gens, ils ont un plus gros gap entre le master en France et le doctorat. Donc là, j'ai eu l'opportunité de commencer en janvier. Mais j'ai quand même eu un assez long break quand même. J'ai eu novembre, décembre pour me reposer. Et ensuite, je suis reparti aux États-Unis pour commencer mon doctorat. Et voilà, donc je suis en doctorat aujourd'hui depuis 2023, donc c'est ma troisième année. Donc aujourd'hui, dans notre groupe, on a 15 doctorants. Donc à l'époque, moi, quand je faisais mon stage, donc j'étais le premier quasiment. Donc j'étais pas vraiment son étudiant parce que j'étais un stagiaire, mais j'étais l'un des seuls qui tutorait. Aujourd'hui, on est 15 étudiants en doctorat et 2 masters. Donc là, c'est une petite photo de nous devant notre bâtiment, donc le bâtiment Neil Armstrong. Et donc vous pouvez voir la statue donc, de Neil Armstrong. Et donc voilà, et ça c'est une photo de moi. Donc ça c'était à une conférence où j'ai reçu un prix. Donc en fait, cette conférence elle donne en fait le prix du meilleur papier étudiant. Et donc j'avais obtenu ce prix à cette conférence. Et donc ça c'est mon encadrant de thèse. Dans notre groupe, on travaille sur l'optimisation de trajectoire, donc le domaine que j'ai évoqué. Le contrôle stochastique, je vais un peu essayer d'expliquer un peu plus tard. Donc, c'est un peu la direction que mes recherches prennent aujourd'hui. Et de la navigation aussi, navigation de satellite. Donc, l'environnement, il est extraordinaire. Donc, Purdue, c'est donc c'est dans le top 3 des écoles en mécanique orbitale.
Donc, c'est vraiment un super environnement pour travailler, donc avec des professeurs de classe mondiale. Euh, et mon superviseur qui est un super encadrant. Donc, comme je le disais, extrêmement disponible, extrêmement expert. Donc, tous les jours, en fait, c'est de l'apprentissage au quotidien, donc c'est top. La recherche, en général, bien sûr, c'est des hauts et des bas. Donc, quand la recherche n'avance pas trop, c'est difficile. Mais il faut faire le dos rond, il faut continuer, parce qu'en fait, et il faut comprendre surtout que c'est le principe de la recherche. Donc, si ça avance pas, c'est pas nécessairement notre faute. C'est que c'est parce qu'en fait, on s'attaque à un nouveau problème et qu'il n'y a pas eu encore de réponse et que c'est justement pour ça qu'on est là. Et donc, des fois, ça prend beaucoup de temps. Donc pour moi, c'est aussi difficile, mais on va dire que souvent, j'essaye de... En fait, à chaque fois que c'est difficile, j'essaye de penser au moment où ce travail-là, ce que je suis en train de faire, toutes les calculs que je suis en train de faire, les maths, etc. Je pense juste au moment où en fait, je vais les taper sur mon ordi dans un article et que cet article va être mis en ligne. Donc ça permet de garder la foi, à dire, de penser à la récompense. Donc c'est mon moyen, on va dire, de garder le cap. Et aussi, donc, cette citation, ce mantra, on va dire, de notre encadrant, c'est que un doctorat, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc il faut tenir la longueur. Et donc, en tenant la longueur, par exemple, ne pas se démotiver, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait extension de mes recherches sur la commande optimale que j'avais fait pendant mon stage et optimisation sous incertitude. Donc très brièvement, donc comme je l'ai dit, il y a des incertitudes dans les modèles physiques, etc. Donc par exemple, si on n'apporte pas de correction à la trajectoire, il peut se passer ce qui se passe sur le graphe de gauche. Donc c'est-à-dire que par exemple, la trajectoire sous incertitude va impacter une planète, par exemple, ce qui est vraiment pas désirable. Donc, il va falloir apporter des techniques, donc on appelle ça le contrôle stochastique, pour avoir des manœuvres de correction et faire en sorte que, au final, les trajectoires sous incertitude arrivent à l'objectif final sans impacter quelconque objet céleste. Et donc, en 2025, j'ai fait un stage à la NASA de 4 mois avec le docteur Grégory Lantoine. Donc, le groupe, ça s'appelle MDNav, donc c'est Mission Design and Navigation. Et donc, c'est design de mission, les trajectoires et la navigation. Donc, moi, j'étais plus côté de design de trajectoire. Et donc, j'ai travaillé sur une mission qui s'appelle Psyche. Donc, c'est une mission qui est actuellement en vol et qui va vers un astéroïde qui s'appelle Psyche. Donc, en fait, le nom de la mission, c'est le nom de l'astéroïde. Et donc, l'environnement, il a été extraordinaire, avec des personnes d'une expertise qui est exceptionnelle. Et au départ, effectivement, c'est très intimidant au départ. Mais après, peu à peu, en fait, on se rend compte qu'ils sont extrêmement ouverts, extrêmement humbles aussi. Ça m'a vraiment marqué. Ils sont curieux de connaître les recherches d'un simple étudiant en doctorat, alors qu'eux sont des ingénieurs à JPL depuis, donc JPL, c'est Jet Propulsion Laboratory, c'est le laboratoire de la NASA. Ils sont ingénieurs à JPL depuis des dizaines d'années, mais ils sont toujours curieux de connaître un peu ce qui se passe dans l'académie. Donc ça, c'était incroyable. Et donc j'étais à JPL pendant en plein milieu de la tempête. Donc en ce moment, il y a pas mal de restructurations à JPL, beaucoup de plans de licenciement avec les nouveaux budgets de l'administration. Donc, c'était voilà, une ambiance assez particulière, mais d'un autre côté, pour moi, on va dire que c'était aussi extrêmement enrichissant parce que en fait, j'ai appris en fait ce qui se passait dans les coulisses, de savoir comment est-ce que le laboratoire et la NASA en général, quelle direction elle prend pour le futur. Donc, ça, c'était extrêmement enrichissant. Et donc, mes recherches, c'était sur l'optimisation de la trajectoire de Psyche. Donc, j'ai mis mes résultats donc, que j'ai obtenus là à droite. Donc, en fait, là, j'ai comparé ma solution avec la solution que les ingénieurs de JPL ont obtenue pour être sûr que ce que j'avais obtenu faisait sens, quoi. Et donc, en fait, j'ai obtenu une solution qui était quasiment la même que la leur. Donc, une trajectoire depuis la Terre jusqu'à Mars, jusqu'à Psyche, donc c'est un astéroïde avec un survol de Mars. Donc voilà, c'est un peu les principaux événements de cette trajectoire. Et donc en fait, le fait de survoler Mars, l'importance, elle est montrée dans ce graphe en bas. Donc en fait, c'est la vitesse en fonction du temps. Et en fait, au survol de Mars, l'attraction de Mars, en fait, donne une sorte de boost d'énergie à la sonde qui donne une impulsion en vitesse. Donc en fait, ça permet d'économiser du carburant.
Donc c'est pour ça qu'en fait, en général, on veut survoler Mars pour aller dans des missions, dans des planètes beaucoup plus éloignées. Et ensuite, encore une fois, donc optimisation stochastique, donc analyse statistique. Donc en fait, et comme je viens de le dire, il y a un survol de Mars, donc il faut être sûr que la navette ne va pas impacter Mars, ne va pas s'écraser en fait. Donc à gauche, justement, je montre la trajectoire, donc sous les incertitudes que j'ai évoquées précédemment, sur la dynamique, toutes les incertitudes qu'on peut connaître, qu'on modèle par des processus stochastiques. En fait, vous pouvez voir que si on n'apporte pas de correction à la trajectoire, en fait, donc tous les points en rouge, en fait, c'est des échantillons, en fait. Donc c'est juste un échantillon, donc par exemple modélisé par une distribution gaussienne. Et en fait, vous voyez que beaucoup d'échantillons vont impacter Mars. Et on veut éviter ça. Donc en fait, on met en œuvre des manœuvres de correction. Et avec correction, on obtient le graphe ici. Donc en fait, vous voyez que tous les échantillons n'impactent pas Mars, en fait. Donc ça vous permet avec confiance de savoir que le survol de Mars, ça va bien se passer si on applique une petite manœuvre de correction un tout petit peu avant d'arriver à Mars. Est-ce que je peux t'interrompre, Yanis, parce qu'il y a une question dans le chat de Ryan qui, euh, Oui. qui demande pour le contrôle stochastique, donc le graphe de gauche, ça concerne que les objets célestes? Euh, oui. Donc, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais si la question c'est de savoir est-ce que ça peut aussi concerner d'autres navettes spatiales, par exemple, donc éviter des collisions avec d'autres navettes. Ce problème, il me concerne pas à moi parce que j'étais donc dans le domaine, on appelle ça outer planet. Donc, c'est vraiment quand on s'éloigne vraiment de la Terre, donc par exemple Mars, Jupiter. Et en fait, quand on arrive dans ce domaine-là, en fait, la densité de satellites est beaucoup plus petite, en fait. Alors que je sais qu'il y a des recherches, par contre, pour éviter des collisions avec d'autres satellites, mais ça, c'est quand on est en orbite basse autour de la Terre, parce que la densité de satellites est beaucoup plus importante. Donc, le risque d'impact est beaucoup plus risqué, quoi, on va dire. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, Pardon. oui. Oui, Ah, oui. bonsoir, c'est très intéressant. Merci. Merci pour l'échange. C'était juste le slide avant. Je parlais du graphe qui était de gauche, parce que je Oui. pensais quand vous parlez de trajectoire, ça, dans mon esprit à moi, ça concernait que, on va dire, les navettes, plus ou moins. Mais quand vous avez dit objet céleste, là, j'avais un peu perdu le fil. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que ça concerne que les objets célestes. Donc, vous venez de répondre. D'accord. Et du coup, si je peux, donc maintenant aussi, j'ai un peu mieux compris la question. Si je peux aussi ajouter une petite précision. Donc moi, mon domaine de recherche, c'est vraiment sur les satellites. Donc en fait, c'est des objets qu'on va pouvoir contrôler, donc avec les moteurs, par exemple. Mais il y a aussi des recherches aussi sur les impacts. Par exemple, un astéroïde qui va impacter la Terre. Donc en fait, c'est plus ou moins exactement le même domaine de recherche que moi, sauf qu'en fait, l'astéroïde, on ne peut pas le contrôler. On n'a pas D'accord. de moteur sur le satellite. Donc, par contre, les mesures qu'on va prendre, c'est envoyer une sonde qui va en fait se cracher sur le satellite pour faire exprès de le dévier de sa trajectoire et faire que, par exemple, on soit sûr à 99% qu'il ne va pas impacter la Terre. Voilà. D'accord. Merci. Et désolé pour Pas de souci. l'interruption. Avec Il plaisir. il y avait une autre question d'Antonin aussi qui n'a rien à voir, mais quel était ton classement dans la promo ENAC? Euh, Alors, donc le classement, je crois qu'à l'époque, c'était vraiment que en première année. Parce que ouais, c'était vraiment très important en première année parce que c'était ce qui permettait après donc d'avoir les bonnes bourses. Par exemple, la Fondation ENA qui regardait le classement et ensuite aussi pour justement avoir les masters en deuxième année, en troisième année, pardon. Et donc j'étais classé 20e sur, on était 120 dans ma promo. Ok. Et donc ensuite, donc là, on arrive à la fin de ma présentation. Donc c'est la fin de mon stage à la NASA. Donc encore une fois, je voulais aussi faire un petit point financement parce que ça, par exemple, pour des étudiants, ça peut être extrêmement intéressant. Donc en fait, le JPL, il demande 2 400 $ par mois, ce qui est énorme. Et en fait, c'est juste parce que c'est la Californie. Donc en fait, en Californie, les loyers sont extrêmement chers. Extrêmement chers. Donc ça, en fait, le 2400, c'est ce que JPL, on va dire, quantifie pour ce qu'il pense être le budget pour pouvoir vivre
un mois à Pasadena. Donc Pasadena, c'est le, la banlieue de Los Angeles. C'est là où il y a le JPL. Mais en réalité, donc moi, de mon expérience, entre 1600 et 1800, c'est largement faisable. Même si c'est toujours élevé, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc en fait, eux, en fait, ça aussi, c'est un point que je voulais clarifier si des étudiants veulent faire un stage à la NASA, enfin à JPL, c'est que JPL sur leur site, en fait, ils présentent ce 2400 $ par mois comme une sorte d'exigence dure. Donc c'est-à-dire que il faut absolument que vous prouviez que vous ayez 2400 par mois pour pouvoir être éligible au programme de stage. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner donc sur cette slide, le programme que j'ai utilisé, donc il y a plusieurs programmes de stage et moi c'était le JVSRP. Donc en fait, c'est le stage que si d'autres étudiants veulent le faire, c'est généralement ce stage-là, parce qu'en fait, c'est stage pour les étrangers et pour en fait ceux qui sont en master ou doctorat. Et donc en fait, ils présentent une exigence pour le JVSRP qui est 2400 $ par mois. Et en fait, on a l'impression sur le site, et moi c'est un peu, et aussi c'est les retours que j'avais quand je contactais des ingénieurs là-bas pour faire un stage, on me disait il faut avoir 2400, sinon c'est pas possible. Sauf qu'après, quand j'ai vraiment eu donc les financements, etc., et que quand j'ai rempli la paperasse, en fait, à aucun moment ils demandent d'avoir une vraie preuve qu'on a cet argent-là. Donc, si ça continue comme ça dans les prochaines années, en fait, c'est plus, je vais dire, à vous de gérer votre budget, quoi. Donc, de se dire, par exemple, entre par exemple, 1600, 1800 et multiplier par le nombre de mois, quoi. Et donc, en termes de financement, donc j'ai eu une bourse de la Fondation de la Vocation. Donc, en fait, c'est une fondation qui, en fait, attribue des bourses chaque année. Donc, vous pouvez regarder leur site. Les candidatures, je crois que c'était en mai, avec une réponse en novembre, donc en fin d'année. Et donc, en fait, il y a plusieurs prix. Donc, il y a le prix, ils appellent prix de l'espérance, 5 000 €, et le prix de la vocation, c'est 10 000 euros. Donc, c'est une très bonne bourse. Pour un stage, 10 000 €, c'est vraiment top. Et donc, en fait, c'est une bourse qui, en fait, il n'y a aucun domaine spécifique. Donc, c'est-à-dire que c'est ouvert à absolument tous les domaines. Et il faut juste, en fait, faire preuve d'avoir une vraie vocation et d'avoir un problème financier un problème financier qui fait qu'on ne peut pas arriver à notre vocation. Et donc, eux, ils viennent pour justement financer ce projet et faire qu'on puisse réaliser notre objectif. Et j'ai eu aussi une autre bourse, c'est la Fondation Île-de-France. Donc, c'est la bourse Espace, c'est CNES Île-de-France. Donc, ça, à l'époque, c'est donc la Fondation de la vocation, c'est moi qui l'ai trouvé avec mes propres recherches. Mais la Fondation Île-de-France, c'était l'ENAC à l'époque qui avait partagé ça. Et donc, j'avais fait une candidature à l'époque à l'ENAC, j'avais pas eu la bourse. Et là, quand je l'ai refaite cette année, je l'ai eu. Donc, en fait, j'ai eu un total au final de 15 000 €. Donc, en fait, si on fait un peu les calculs, 15 000 €, c'est 6 mois, entre 6 et 8 mois. Donc, j'ai fait 3 mois de JPL parce qu'en fait, j'ai voulu couper ces 6 mois en deux stages, donc 2 étés consécutifs. Donc, l'été qui vient de passer et potentiellement l'été prochain. Et donc, voilà, mon futur poursuit des sujets que j'ai évoqués. En janvier, donc on a un nouveau financement deux nouveaux financements qui sont arrivés dans notre groupe. Un de l'Air Force, donc Air Force, c'est on va dire l'armée de l'air, qui fait pas mal de recherches non militaires en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Et aussi un projet de la NASA. Donc en fait, je suis actuellement en train de réfléchir sur lequel je veux travailler à partir de janvier 2026. Et ensuite, j'aimerais retourner aussi à JPL, donc avec le reste de mon financement là en 2026. Donc, je ne sais pas encore si c'est été 2026 ou septembre jusqu'à décembre 2026. Je n'ai pas encore décidé. Et j'espère être diplômé en 2027. Voilà. Voilà. Merci de votre attention et je suis heureux de répondre à n'importe quelle question et je laisse mon mail au cas où. Merci Yanis. Il y a Ousmane qui envoie des applaudissements. Et pas que lui d'ailleurs, il y en a d'autres. Est-ce que quelqu'un a une question? Serge, tu lèves le pouce. Euh, c'est une question ou c'est un bravo aussi? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. C'était juste un bravo. Non, non, Ah. c'est tout ce que c'était. C'était très bien. Merci. Il y a Ousmane qui met un message dans le chat. Merci pour la super présentation et le retour d'expérience. Ton parcours montre qu'au-delà de la compétence, ce qui est nécessaire, il faut se renseigner et s'y prendre à temps. À travers tous tes voyages, y a-t-il eu une expérience unique que tu as eue et que tu peux partager avec nous, professionnels ou non? Hum,
Je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que c'est donc en fait, donc comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai pas mal voyagé pour mes études. Donc j'ai fait donc bien sûr Toulouse, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis. Et en fait, c'était aussi, je pense, de façon inconsciente, le moyen aussi pour moi de voir où est-ce que je voulais faire ma vie, où est-ce que je voyais ma vie. Et en fait, mon expérience, donc d'un point de vue personnel, c'est beaucoup au niveau du sentiment, en fait, du ressenti. Et en fait, j'oublierai jamais le ressenti quand je suis arrivé à Chicago la première fois, où en fait, c'est juste inexplicable, mais c'est juste l'atmosphère quand je suis arrivé, en fait. Après avoir fait l'Italie, l'Angleterre, j'ai vraiment eu ce sentiment que je me suis dit, en fait, je pense que c'est ici que je me vois rester, en tout cas pour un bon moment. Et en fait, c'était aussi l'un des objectifs de mon stage. Au-delà du professionnel, je voulais aussi savoir, en fait, vivre en Amérique et voir est-ce que ça pouvait me convenir, est-ce que je pouvais m'épanouir. Et en fait, j'ai eu ce sentiment quasiment en fait au moment où l'avion il a atterri. C'est assez inexplicable, mais. Je crois que ça répond aussi à la question de Moses Koyabe aussi, qui demandait l'impact culturel de ces différents pays sur ta carrière. Ouais, je euh, crois que ça y répond. Mm. Bah, du coup, aussi, je vais dire aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'au-delà d'avoir fait donc, ces trois pays, j'ai aussi l'impression en fait, d'avoir fait un peu le monde entier. Parce que comme j'ai dit, en fait, à Cranfield et à Purdue, en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai quasiment rencontré des gens de tous les pays du monde, en fait, vraiment. Et donc, ça donne une perspective de vue qui est juste inqualifiable, Mm. inquantifiable. Et une remarque de Guy aussi qui a toujours beaucoup d'humour. Il dit merci pour ce partage. À 65 ans, cela me donne des idées positives pour ma future réincarnation. Voilà, Guy Marguet. Guy, veux-tu dire autre chose au micro? N'hésite pas à ouvrir ton micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Non, c'était très, très passionnant. Merci beaucoup pour ce partage, de voir qu'avec la volonté, on peut surmonter des montagnes. Merci. Merci. Absolument. Il y a Nolan qui rajoute aussi merci pour la présentation et bravo pour votre parcours. Merci. Bonsoir, est-ce que je pourrais juste poser une petite question, s'il vous plaît? Bien sûr. Et oui, donc moi, je suis Antonin Galland, je suis étudiant en deuxième année à l'ENAC. Du coup, quand tu as parlé de tes multiples stages et tes échanges, ben, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, va faire partie de mon futur très proche. Mhm. Et du coup, j'ai plus très bien saisi comment tu as pu obtenir le contact pour ton stage en Italie. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai vraiment envie de profiter de ces stages pour un peu voyager. Et aussi, enfin, que ça a du lien avec ma future carrière. Et du coup, j'aimerais savoir un peu comment t'as. Enfin, qu'est-ce qui t'a. Donc, du coup, comment t'as trouvé ce stage, mais aussi pour après, qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment aller chercher des contacts comme ça et réussir à développer vraiment ton réseau, en fait. Euh, en fait, donc, en ce qui concerne les stages, en fait, j'ai juste fait des recherches en fait, sur Google pour regarder des. Donc, en fait, déjà, j'avais plutôt une. Donc, en fait, déjà, ma première approche, c'est toujours en fait de cibler les facs. Donc là, on parle de facs, mais ça pourrait être des entreprises qui étaient les plus prestigieuses, on va dire. Et donc Polytechnico, dans le domaine de l'aérospatial en Europe, c'est l'une des meilleures facs. Donc à partir de là, j'ai regardé à Polytechnico et en fait, je suis juste allé sur le site de Polytechnico. J'ai regardé l'onglet recherche pour voir les différents laboratoires. Et en fait, pareil, je prenais à chaque fois les chercheurs les plus prestigieux qui donc était par exemple celui-là à Polytechnico, c'était le directeur du laboratoire. Donc je me suis dit, OK, c'est l'une des personnes les plus importantes, donc on va commencer par lui. Et au final, ça a cliqué direct. Et après, aux États-Unis, c'était à peu près pareil. J'ai mis quelques mots-clés sur Google sur les recherches que je voulais faire, enfin le domaine dans lequel je voulais faire ces recherches. Et après, j'ai trouvé plein d'universités. Donc pour la recherche, visiter le site de chaque professeur. Donc chaque professeur a le site de son laboratoire où il résume les publications, les domaines de recherche, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et donc, je regardais un peu, est-ce que ça s'aligne avec ce que moi j'ai envie de faire, ce que j'ai déjà fait. Et si c'est le cas, je contactais. Donc ça, c'était à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, que ça fait quand même
quasiment 4-5 ans que je fais de la recherche. J'aurais aussi si je devais m'y reprendre aujourd'hui, il y a des autres astuces que je connaissais pas à l'époque. Par exemple, en fait, il y a Google Scholar, ResearchGate. En fait, c'est des plateformes où les chercheurs euh, mettent en fait leurs publications en fait. Et il y a aussi leurs statistiques, donc nombre de citations. Et en fait, ça dit aussi le prestige d'un professeur. Et en fait, je sais qu'il y a pas mal de gens aussi que je connais qui font des recherches comme ça pour leur doctorat. Donc, en fait, ils vont sur Google Scholar pour voir le professeur sur quoi est-ce qu'il travaille, quelles sont ses dernières publications, quelles sont les dernières choses sur lesquelles il a travaillé. Et ensuite, ça permet d'avoir déjà une vue d'esprit et ensuite de pouvoir les contacter. Euh, re- Oui, Avec ton sujet de thèse pour le doctorat, ce que tu es en train de préparer, est-ce que le fait d'avoir fait ton pire, c'est ça, euh, Terre Vénus, c'est le pire, c'est ça, je ne me trompe pas. c'est ça. Est-ce est-ce que c'est, on va dire, est-ce que ça t'aide dans ta recherche ou bien tu te vois tout réapprendre depuis le début, on va dire, vu que c'est maintenant, il y a une multidimension, vu que c'est à trois corps, dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ma question. Oui, ouais. Bah, bon, là aujourd'hui, donc ça fait, donc là, je vais rentrer bientôt dans ma quatrième année de doctorat. Donc là, aujourd'hui, je ressens pas l'effet de mon pire. Mais par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'en fait, le pire, ça a donné un boost en fait à mon parcours. Parce que, donc en fait, comme je l'ai dit, ça m'a donné des fondations extrêmement solides. Donc quand je suis arrivé à Purdue, en fait, je travaillais sur l'optimisation de trajectoire, commande optimale pour le système à trois corps. Et vu que je connaissais déjà en fait la commande optimale, le seul truc que j'avais à faire, c'était apprendre ce que c'était le problème à trois corps, ensuite le modéliser, et ensuite faire en sorte que ça marche. Parce que comme j'ai dit, c'est extrêmement difficile à faire marcher. Mais la théorie de la commande optimale, je n'avais pas besoin de la apprendre. Donc en fait, ça m'a fait gagner énormément de temps, ce qui a fait qu'en 6 mois, en fait, j'ai pu avoir deux papiers publiés, en fait. Ce qui aurait été infaisable si je connaissais pas aussi bien la commande optimale grâce à mon pire. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est aussi que comme j'ai dit, en fait, le pire, ça m'a donné aussi un peu les codes de la recherche. Donc, c'est-à-dire comment écrire un article, comment est-ce que la progression d'un projet de recherche marche. Donc, par exemple, mon pire, j'avais un rendez-vous toutes les semaines pour faire le point. Donc, je devais préparer quelques slides pour expliquer qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est des codes que je retrouve. Chaque semaine, j'ai un rendez-vous avec mon directeur de thèse. Je dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand je suis arrivé à Polytechnico, donc c'était juste après mon pire, en fait, j'ai direct enclenché, j'ai compris direct les codes parce que j'avais fait mon pire en fait. Donc, c'est-à-dire quand le prof il m'a dit voilà, c'est comme ça qu'on va procéder et tout, j'avais aucun besoin d'adaptation parce qu'en fait, c'était les mêmes pratiques que pendant mon pire. Donc, Merci Yanis. Il y a des merci, bravo aussi dans le chat encore de Simon qui dit merci beaucoup monsieur, vous êtes un chef, résilience qui m'inspire beaucoup. Lionel qui rajoute merci pour ce partage, cette belle expérience qui ne semble qu'un début. Et Serge, pour finir, qui dit j'espère que nous aurons à nouveau des nouvelles de tes futures recherches sur ENAC Alumni, si tu as le temps. oui, avec plaisir. Voilà. Bon, eh bien, l'heure est passée et il nous reste à te remercier, Yanis, à moins que quelqu'un ait une dernière question. Merci pour l'orga. Oui, bonne soirée à tous. Ok, merci Serge. Euh, Peut-être une dernière question, si quelqu'un lève la main, ouvre son micro. Sinon, on va se laisser là. On a ton adresse, Yanis. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi, du coup, contacter Yanis. Et puis, je rappelle aussi qu'on enregistre cette session, donc on va pouvoir la mettre en replay pour ceux qui auraient raté un morceau ou qui voudraient réentendre certaines choses. Et peut-être, Antonin, tu peux aussi contacter Yanis en direct si tu as besoin de plus de précision pour tes futures recherches. Voilà. Avec plaisir. Mm. Bon, ben, personne ne veut prendre la parole. Très rapidement, je ne sais pas si vous Oui, oui, m'entendez. on vous entend. C'est Moses Koyabe. Je suis au fait au Michigan, pas très loin de Chicago.
Mhm. Donc, je connais très bien la région. Je suis donc I-85, donc je prédate certains d'entre vous. Mais je voulais juste dire que félicitations d'abord pour le parcours. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur l'association d'alumni avec Gaël et les autres ici aux États-Unis, car ils font de très bons boulots et je pense que nous entendrons parler de vous dans les années à venir. Donc, bravo, félicitations. Mais n'hésitez pas, les associations alumni sont très importantes pour aider nos jeunes à trouver place dans les divers pays que vous visitez. Voilà, thank you very much. Absolument. Merci pour ce message. Eh bien, merci beaucoup, Yanis, pour cette présentation. Bravo pour ton parcours. Et puis, on te souhaite une belle suite. Et bonne soirée à tous et à très bientôt pour d'autres webinaires ou d'autres événements ENEC Alumni.